Bonjour, bienvenue au salon All for Content qui a lieu cette année en digital. Je suis ravie d'être ici, je m'appelle Anna Rognon-Désiré, je suis consultante en stratégie de contenu depuis maintenant 3 ans, j'ai un parcours de 15 ans en agence et dans les médias et j'interviens avec un collectif que j'ai créé qui s'appelle Takeoff sur des besoins en communication digitale et surtout stratégie de contenu pour des annonceurs, des agences, des entreprises et je travaille avec quelques agences, notamment R2. Et ici Richard Roux présent, qui est fondateur de l'agence R2. D'ailleurs, le nom de la conférence est très inspirant, c'est les vidéos armes de construction massive pour les marques. Richard, je suis ravie qu'on soit tous les deux ici pour discuter de ce sujet. Merci. Et je veux bien que tu te présentes, s'il te plaît. Je suis CEO de R2, qui est une agence de stratégie de contenu. Et c'est une agence opérationnelle. Donc, une fois qu'on a réussi à bâtir une stratégie de contenu forte avec nos clients, ça nous tient à cœur de pouvoir l'exécuter, cette stratégie de manière opérationnelle. Donc, on a des studios. On a un studio de contenu social media pour pouvoir créer du contenu social et un studio vidéo. Où on est là d'ailleurs ? Où on est. On a également un studio Créatech où on fait des choses plus innovantes, plus technologiques, notamment avec du contenu VR. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir se concentrer sur la partie vidéo. Comment est-ce qu'on construit une communication, une stratégie vidéo pour une marque? Pourquoi la vidéo devient aussi importante? Et ce que je trouvais intéressant par rapport à R2, c'est que j'ai bien compris que vous étiez une agence très forte sur la production, et on en parle souvent ensemble, mais vous êtes aussi beaucoup remonté sur le planning stratégique et surtout sur le contenu. Et moi, ce qui était intéressant pour moi, c'est que vous êtes staffé d'ailleurs pas mal en contenu, avec quelqu'un qui vient de l'équipe, un planner strat spécifique contenu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que tu travailles ton contenu et ensuite tu le produis en fonction d'une stratégie bien établie. Et c'est assez rare en fait d'avoir des agences qui soient capables d'être excellents entre guillemets dans les deux. Ouais, on a été élu agence de brand content de l'année dernière, aussi parce qu'on mixe ces savoir-faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir comprendre les problématiques de nos clients, les problématiques de positionnement de marque d'un côté et les problématiques commerciales, de pouvoir les interroger, de pouvoir comprendre comment est-ce que ça s'imbrique avec des stratégies d'entreprise plus larges qui peuvent concerner des questions RSE par exemple, et de pouvoir répondre avec des histoires. Si on prend une consumer journey classique où on a des rencontres avec nos audiences jusqu'à la décision d'achat, le repeat business, etc., nous, on étudie cette consumer journey et là-dessus, on vient redoper des points qui s'affaiblissent, des pain points en anglais, pour pouvoir raconter des histoires, rebooster ces points-là à différents moments de la journée, grâce notamment à la vidéo, qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Ok, mais écoute, on se pose plein de questions, moi notamment, donc j'en sais rien, moi les réseaux sociaux, le type des vidéos, est-ce qu'elles doivent être très courtes, très longues? On parle de grands films, par exemple Les Mains d'Hermès avec, j'y pense maintenant, Frédéric Lafont, grosse réalisation il y a quelques années maintenant, ou des micro-trucs sur TikTok, je comprends même pas la manière dont les jeunes, si je suis plus jeune, montent les vidéos, donc il y a vraiment ces formats qui sont assez intéressants, j'aimerais bien qu'on en discute et qu'on fasse un peu le point sur les cibles aussi. Oui. Si on se réfère à la télévision des années 80 et aujourd'hui la manière dont on consomme et on produit la vidéo, il y a une imbrication qui est beaucoup plus forte, notamment parce qu'on peut aujourd'hui produire et consommer. Aujourd'hui, la vidéo, c'est 84% du trafic internet. C'est beaucoup parce qu'aussi ça pèse lourd. C'est en train de prendre une part de plus en plus conséquente sur le trafic. On a aujourd'hui 1/3 du temps passé en ligne qui est consacré à la vidéo. Autrefois, c'était pour pouvoir regarder un programme de divertissement principalement. Aujourd'hui, si je déballe mon nouvel aspirateur Dyson, je ne vais pas aller prendre le manuel, je vais aller sur YouTube pour pouvoir voir un tuto et comprendre ce que j'achète grâce à ce tuto. On a 63% de la population, donc quasiment 2/3, qui consomment de la vidéo sur Internet de manière quotidienne. Et ça, c'est aussi un chamboulement qui s'opère depuis une dizaine d'années. On ne regarde plus d'un côté la télévision et de l'autre côté des vidéos sur Internet. Le triple screen scénario, donc ordi, téléphone, télé, est rentré dans les us et coutumes, notamment grâce à des acteurs comme Netflix qui reprend les programmes sur différents écrans. Ou comme Canal+ aussi, qui est passé de la télé et qui s'est hyper bien démocratisé grâce à son appli MyCanal. Ouais. Voilà. Et les marques vont avoir de la voix sur un écran de télévision comme celui-là
parce qu'aussi, YouTube arrive de plus en plus sur un écran de télévision classique, dans les salons, etc. Donc, on va plus avoir cette notion de télévision comme on l'avait avant, mais plutôt d'écran. On l'a déjà plus, ouais. Okay. Ouais, en oui, fait, d'écran qui diffuse peu importe quelle plateforme. Voilà. Mais qui consomme le plus, pour le coup, les vidéos? Ceux qui consomment le plus aujourd'hui la vidéo, on aurait tendance à dire que c'est plutôt une cible millennials. En fait, les millennials, c'est un mot qu'on a tous à la bouche. Mais oui, nous, on est plutôt, on est le début de la génération millennials, puisque c'est une cible qui commence environ en 80 et qui donc rentre aujourd'hui dans sa quarantaine. Donc oui, c'est une cible qui consomme beaucoup de vidéos, mais ceux qui vraiment font les tendances, c'est la génération Z. Et la génération Z aujourd'hui, elle consomme près de 3h30. D'accord. 3h30 de vidéos sur Internet. Donc en gros, elle n'écrit pas sur Insta des jolis posts, elle écrit pas, elle blogue pas entre guillemets, elle est vraiment en train de consommer, de visionner des vidéos 3h30 par jour. En fait, c'est une génération qui texte et qui consomme des vidéos et qui aujourd'hui, qui partage énormément, qui partage en petit comité d'une manière différente d'un partage plus large. C'est une cible qui se segmente et qui aujourd'hui a les moyens de pouvoir produire de manière broadcast, comme on a dit à une époque. Je dis ça moi, ouais, c'est fini. On le dit encore, mais broadcast c'est vraiment un terme qui correspond à l'univers télévisé. Aujourd'hui, on passe d'une génération broadcast à une génération self-cast, avec la possibilité de produire son propre contenu et de le diffuser. Ce que font les TikTokers. Exactement. J'ai trouvé cette donnée intéressante à partager sur la marque et les 3 marques préférées de la génération Z aux US. Donc là, il y a un truc très communication. Quelle marque a la meilleure notoriété et la préférence de marque aux États-Unis sur la génération Z? Elle commence environ entre 88 et 92 et elle finit dans le milieu des années 2000. Cette génération Z, elle considère que Google, c'est la marque qu'elle préfère, ce qui est étonnant quand même, de réussir pour Google à être numéro 1, alors qu'en fait, c'est un moteur de recherche et la marque numéro 2 de cette génération-là, c'est YouTube. Ils ne passent pas par une plateforme pour arriver sur YouTube? Tu vois, j'en sais rien, moi, ils regardent un truc et ça renvoie sur YouTube. Ils vont directement sur YouTube, ils ont leur chaîne, c'est ce qu'on disait, ils ont youtubeurs préférés, chaîne. Ouais, ce qui est intéressant dans le cadre d'une marque, c'est que avoir la préférence des jeunes en tant que marque, c'est quand même aussi une manière de noter YouTube en numéro 2, que la vidéo et la capacité de pouvoir donner accès à la vidéo est primordiale, prépondérante pour cette génération-là, d'autant que le 3e acteur cité, c'est Netflix. On a vraiment une génération snack. Combien de temps on peut espérer retenir une audience avant de réussir à l'intéresser? La réponse, c'est 8 secondes. On a une audience qui a un niveau d'attention qui est de plus en plus faible, qui est extrêmement sollicité et qui est volatile. Il y a des techniques que les marques peuvent employer ou emprunter à certains influenceurs. Le fait de pouvoir se co-brander avec des influenceurs qui ont un personal branding qui paye beaucoup plus dans la relation que la relation peut avoir une marque avec ses audiences. Donc il y a plein de stratégies pour pouvoir faire en sorte que la vidéo puisse impacter plus fort la relation entre une audience et une marque. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les marques jouent sur les deux? À la fois un snackable content propre à certaines plateformes et à la fois du contenu plus long pour passer plus de temps ou en tout cas être un peu plus quali avec sa cible. Est-ce que c'est juste ou pas du tout? La longueur du contenu et le côté quali, c'est pas lié. C'est pas forcément lié. Puisqu'on peut avoir une dimension live qui fonctionne extrêmement bien pour certaines marques, où on a du contenu qui n'est pas forcément quali, ça peut être juste un téléphone avec 1 ou 2 personnes sur un live d'1 heure, où là on a un contenu long, un rendez-vous avec la cible, donc ça peut bien fonctionner. Ensuite, le contenu long pour une marque,
qu'un contenu bien produit, léché. Ce que tu as fait par exemple pour Whittaker, c'est intéressant. Ouais, et la fondation de Forest Whitaker, qui est d'abord comédien, mais qui est aussi ambassadeur de la paix et de la réconciliation pour l'UNESCO, on est agence de sa fondation. Ouais. Et dans ce cadre-là, on a commencé par produire des formats très courts. Et les histoires étant passionnantes, impactantes, on a rallongé la durée des histoires. Après coup, il t'avait pas proposé, c'est pas toi qui as proposé un énorme documentaire en arrivant en se disant tiens, c'est ce qu'il te faut. Non. Tu as plutôt démarré par du petit contenu pertinent. On a démarré en documentant des actions. D'accord. Et en documentant des actions, on est tombé à la rencontre au Mexique, dans des cartels de Tijuana et au Soudan du Sud. On a rencontré des personnages, des gens qui étaient passionnants et qui réussissaient à planter des graines de paix dans des endroits où c'est à peine possible. Et donc on a voulu aller plus loin, comprendre plus ces personnes, leur offrir une part de voix plus importante. Et avec Forest, on a décidé de produire un documentaire de 90 minutes. Et ce documentaire-là, c'est effectivement une autre manière de pouvoir parler d'une cause à une audience. Est-ce que tu veux nous faire un petit focus justement sur YouTube peut-être ? Cette génération Z, elle est née avec Internet et elle est née aussi avec les réseaux sociaux et elle est née avec ceux qui savent faire du personal branding sur les réseaux sociaux. Donc elle est née avec les influenceurs ou les premiers influenceurs. Et aujourd'hui, cette génération-là, elle est plus forte que nous pour pouvoir se mettre en scène. Nous, on est plutôt une génération broadcast, alors que eux sont vraiment la génération self-cast, la génération qui sait se mettre en scène. Ouais. Ils ont les codes. Et ils ont aussi les codes de pouvoir diffuser, aller chercher un public pour pouvoir faire grossir des audiences. Aujourd'hui, produire son propre contenu, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et c'est TikTok qui l'a extrêmement démocratisé, notamment avec des applis de montage directement intégrés. Aujourd'hui, cette génération, elle va faire elle-même sa grille des programmes. Là où une chaîne va se casser la tête pour faire sa grille des programmes, la grille des programmes d'une génération nouvelle, cette génération Z, elle est intuitive, elle est volatile, elle est extrêmement flexible, rapide. Et passer de la télévision sur mon mobile à Netflix sur ma télé, ou bien de pouvoir regarder le live d'une make-upista qui va pouvoir m'apprendre des choses sur ma routine maquillage, bah, ça se fait de manière très naturelle et chacun a sa propre grille. Donc c'est une audience qui est aujourd'hui facile à suivre parce qu'on a la data qui le permet, mais beaucoup plus complexe que ce que les générations d'avant consommaient, notamment en matière de vidéo. Ok, donc maintenant qu'on a parlé de la génération Z, on parlera de la génération Alpha peut-être plus tard, parce que très difficile à suivre, c'est ce que tu me disais. Qui regarde quoi où en fait ? Ils vont où ? Tous ces gens sur quelle plateforme où tu peux les choper ? C'est intéressant pour une marque de savoir où se situent ses audiences. Et effectivement, quand on a une audience plus jeune, bah, c'est beaucoup plus difficile à capter parce qu'il y a peut-être plus de touchpoints aussi. Quoique, c'est pas vrai à chaque fois. J'ai l'impression que c'est très éclaté, moi. Tu es sur TikTok, YouTube, partout, et que pour le coup, pour les toucher, c'est un vrai casse-tête. Si on fait une petite cartographie de là où on peut trouver nos audiences et les adresser en vidéo, hein, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on a en tant que marque tout un périmètre qui se développe énormément, sur lequel on n'a pas vraiment le droit de jouer. D'accord. Pas de prise, c'est difficile de pouvoir exister. On peut exister de manière assez traditionnelle sur de la télé on demand comme un spot publicitaire télé, où là on peut exister en tant que marque sur des budgets médias qui sont assez conséquents. Mais si on veut produire du contenu sous un autre prisme pour pouvoir être dans un format plus que publicitaire, bah, c'est plutôt sur le bas de cette carto qu'on va pouvoir se situer, notamment avec YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok, et de plus en plus sur Twitch également, qui est une plateforme qui commence à accueillir les marques et proposer des OPSP. J'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure de Twitch, parce que pour moi, c'est vraiment un truc de geek gamer. Je ne fais pas de jeu, moi. Et du coup, par contre, j'ai entendu qu'il y avait des chroniqueurs de France Inter qui avaient leurs propres émissions, qui étaient sur des temps longs, intéressants, sur des sujets... Voilà, après, c'est difficile d'accès, je trouve, mais on en parlera tout à l'heure.
Oui, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que les youtubeurs ont tendance à migrer. Ah ouais? Ouais, à Carrément. migrer vers Twitch, ouais. Pourquoi? Parce que temps plus long? Parce que il y a plus de place? Enfin, pourquoi faire? Parce que les audiences vont vers là, déjà. D'accord. Notamment grâce au e-gaming au début, mais maintenant c'est beaucoup plus large. Et parce qu'il y a une autorisation de pouvoir produire son contenu en même temps qu'on le diffuse. Donc il y a un accès au live et une tolérance du live qui est bien supérieure, c'est fait pour. Et il y a aussi des rémunérations qui sont meilleures pour les producteurs de contenu sur Twitch que sur YouTube. Pas. Comme un peu TikTok, ils se disent que si tu participes au développement de la plateforme, tu as le droit à avoir un revenu, même si les marques... Ouais, TikTok, il y a une algo avec une prime au revisionnage. Vous me retrouverez sur TikTok bientôt. Je me suis décidée du coup. Non, mais c'est intéressant parce que tu passes du temps sur ces plateformes, mine de rien. Insta, TikTok, Twitch, tu passes du temps pour produire quelque chose d'intéressant. On peut en parler. Hein. J'ai quelques slides support sur YouTube d'abord et ensuite sur les différents formats. Très bien. Focus YouTube, c'est intéressant puisque YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche mondial. Et aujourd'hui... c'est naturel de pouvoir aller chercher quelque chose sur YouTube. Peut-être que ça deviendra le premier. Donc, si on se projette en tant que marque, on peut exister facilement, soit en payant, en pub YouTube pour pouvoir donner accès à son contenu, soit en référencement naturel, ce qui est une clé qu'on développe ici à l'agence, mais qui est une clé qui va être beaucoup plus employée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est des moteurs de recherche et des algos qui sont compliqués à comprendre. Et aujourd'hui, le savoir-faire SEO YouTube, il commence par tâtonnement. Donc, on teste énormément de choses. Nous, on a la chance de pouvoir le tester avec des grosses marques comme Blédina, qui appartient au groupe Danone, où on a des audiences qui sont friandes de pouvoir découvrir du contenu, comme Royal Canin aussi, où quand on a un chien ou un chat, on va avoir envie de regarder du contenu sur YouTube sur des animaux de compagnie. Donc c'est des bassins de tests d'audience qui ont un fort niveau d'intérêt pour ces sujets-là, qui nous permettent de pouvoir tester des commentaires. Plus on va publier de commentaires dans une vidéo et plus elle remontera, de pouvoir fonctionner en playlist, qui ne sont pas forcément des playlists faites par la marque, mais si on a des influenceurs qui font des playlists et qu'en tant que marque on se retrouve dans la playlist, alors on va avoir une prime à notre contenu. Donc il faut que la marque pense à faire du contenu facilement adaptable, enfin appropriable, c'est ça? Il faut que la marque soit quand même assez consciente qu'elle peut se faire réapproprier par un influenceur, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, mais là on parle de YouTube. Ouais. C'est intéressant aussi de dire qu'en amont, en production de contenu, il faut toujours penser partage et appropriation de ton propre contenu de marque pour être encore plus visible. Oui, et on peut même aller un petit peu plus loin dans la réflexion et se dire qu'on a une réflexion d'utilité. Sachant que l'utilité, elle peut être juste en entertainment, en inspiration, donc il y a plein de façons d'être utile. Mais si le contenu n'a pas une grille de lecture ou de compréhension par l'audience d'utilité, donc je regarde ce contenu pour, ouvrez les guillemets, à ce moment-là, le contenu va descendre. Le seul moyen de pouvoir le faire réémerger, ce sera de le sponsoriser. Sachant qu'un contenu non sponsorisé qui émerge tout seul venant d'une marque, c'est très rare aussi. Hein. Souvent, il faut aider un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux me parler des différents types de formats, à commencer par le format vertical? On en avait discuté ensemble. Et c'est bien que tu aies un petit moment dédié à ce format. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus? Le format vertical, il est bien dans la tête des utilisateurs. Puisque je ne sais pas si... toi, tu le consommes en vertical, si tu consommes tes vidéos en vertical. Oui. En tout cas, moi, oui. Parfois même, je peux avoir du 16:9 et avoir la flemme de tourner mon portable parce que dans ma routine, ça ne me vient pas ou j'ai pas besoin d'avoir une image plus grande. Il y a deux données qui sont importantes. Dans le cadre d'une marque qui doit s'adresser à ses audiences, c'est intéressant de le savoir. La population, en tout cas les consommateurs, les utilisateurs, voient le format vertical comme un format plus personnel. Et le deuxième, c'est que c'est un format qui est dit plus immersif. Typiquement sur Netflix,
Netflix reprend des bandes annonces 16:9, resize, recadre le contenu d'une bande annonce 16:9 pour la mettre en verticale avec le nom du film, etc. Donc eux ont bien compris que toute la partie navigation, recherche, browse du contenu que je vais regarder soit sur mon mobile, soit plus tard le soir sur mon écran, je vais le consommer en vertical. Donc c'est bien une preuve que les gros players du marché utilisent le format vertical, notamment pour ces deux données que sont contenu vu comme plus personnel et ressenti comme plus immersif. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a parlé de la cible, des formats, ce serait de voir qui regarde quoi, c'est ce qu'on s'est dit, où ils consomment le plus pour le coup. Quels sont sur les plateformes les moments de vidéo les plus privilégiés? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors peut-être pas de chaque plateforme, mais de celles qui sont les plus intéressantes concernant la vidéo? C'est effectivement une culture qui est aussi en train de changer en fonction des plateformes. Facebook, c'est un peu le café du commerce du village où il y a mon tonton, ma tata, il y a un peu tout le monde. Mais c'est le plus multimédia, c'est celui qui te permet de faire plus de choses peut-être ou toujours? Non. Non, ok. Non. C'est celui où, quand on est une grande marque, il faut être, parce qu'il est très mainstream. Facebook, c'est un média. C'est pas une plateforme de réseaux sociaux. C'est un média où, en tant que marque, il faut payer pour pouvoir exister. Si on a une audience de 10 000 ou 100 000 followers en tant que marque sur Facebook, on va réussir à toucher jusqu'à 7% de notre audience. Donc j'ai 100K followers, je touche 7000 personnes. Si je veux toucher le reste de mon audience, il faut que je paye. Donc tu payes, ouais. Donc Facebook, c'est plus en tant que marque à considérer comme... Dans son paid, ta stratégie paid, que dans sa stratégie de contenu. Ouais, clairement. Ok. Clairement. Instagram aussi va vers là, mais il y a plus de possibilités sur d'autres réseaux que Facebook, qui devient vraiment du paid média, quoi. Le format publicitaire, il est performant, ça fonctionne, les données le prouvent, mais on va rentrer sur vraiment, on paye et on voit en fonction de ce qu'on a payé, les performances, etc. Ce ne sera pas forcément un bassin de test avec une audience affinitaire. Instagram, c'est intéressant. Sur la partie paid, Instagram et Facebook, c'est les mêmes... leviers. Ouais. C'est non seulement les mêmes leviers, mais c'est aussi les mêmes audiences. C'est-à-dire que Facebook va dire, vous me dites qui vous voulez toucher, et après moi je vous dis pas si je fais du Facebook ou du Insta. Sur la partie paid, Facebook dit, moi je vais vous toucher les audiences que vous souhaitez, et après j'utiliserai soit Insta, soit Facebook, et je vous donnerai les données à la fin. Même si tu le fais en manuel, c'est pas juste automatique ça? Les deux sont possibles. Ah ok. Ouais. Mais Facebook recommande de le faire d'une manière où on soit agnostique sur les réseaux utilisés, enfin les réseaux de Facebook. En revanche, IGTV, c'est vraiment un espace intéressant pour les marques. Parce que sur son Insta, on peut avoir une vidéo intéressante dans le IGTV et pouvoir enchaîner facilement avec la vidéo suivante, etc. Donc si on construit bien son IGTV, on peut réussir à avoir plus de liens, plus de contacts avec son audience qui va consommer du Instagram d'une autre manière qu'elle consomme Facebook aujourd'hui. Et j'ai une question par rapport à Insta, peut-être que c'est pas ici qu'il faut que je la pose, mais je la pose quand même. Avec la crise, il y a eu quand même, on a vu l'émergence des lives, notamment sur Insta. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça va continuer? Parce que pour le coup, les lives, on les bascule ensuite, s'ils sont longs en plus, sur IGTV. Donc pas mal de marques, finalement, s'affranchissent de produire du contenu spécifique et vont faire des lives. Et puis ensuite, les glisser sur l'IGTV. Les IGTV, parfois, deviennent un agglomérat de live. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce format? Est-ce que c'est vraiment lié à la crise, au confinement, entre guillemets, aux multiples confinements et au fait qu'on ne puisse pas trop sortir? Ou est-ce que même après, quand on aura nos expériences en réel qui seront de retour, est-ce que tu penses que ces moments de live, etc., seront toujours... Est-ce que ça a ouvert, en fait, un nouvel usage? Le confinement, c'est un accélérateur de tendance. Donc le live va continuer à avoir sa place. Ce qui est intéressant pour une marque et pour des influenceurs avec le live, c'est de créer une logique de rendez-vous. D'accord. Donc de pouvoir se dire, je sais qu'à telle heure, comme à la télé, finalement. Ouais, exactement. On revient au même... D'accord. Exactement. Et donc une notion d'exclusivité
et de contenu jamais vu, jamais diffusé auparavant, puisque c'est un live. D'accord. Et ensuite, de pouvoir réutiliser ce live après, comme un contenu plus froid. Pourquoi je me déplacerai? C'est une question qui va intervenir beaucoup plus fréquemment. Et la notion de live, ça permet aussi, pendant un live, de pouvoir extraire des capsules, peut-être faire plusieurs contenus d'un contenu live qu'on aurait produit. Donc oui, ça va rester. Okay. Ça va prendre une place importante. Okay. Voilà. Et notamment entre les influenceurs et leurs audiences. Ce que les marques copient aujourd'hui. Il y en a qui le font bien, comme Etam par exemple, qui dès 2018 faisait déjà son show, son défilé en live sur IGTV, sur Instagram. Et Balenciaga qui l'a fait sur Twitch. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle tout à l'heure. Juste pour effet d'annonce, je pense. Ouais. Je suis premier. Il y a Balenciaga, il y a Burberry aussi qui l'a fait sur Twitch. Donc il y a effectivement, je suis premier. Ouais. Mais il y a aussi, c'est là où se trouve mon audience, quoi. Alors pour Balenciaga et pour Burberry, à voir si c'est vraiment là où eux ont le plus d'audience ou si c'est vraiment pour faire un événement plus PR. Mais en tout cas, c'est génial parce que ce sont des marques qui provoquent et qui disent oui, c'est possible et qui montrent le chemin peut-être à d'autres marques pour pouvoir élargir le bassin de touchpoint. Un petit point sur Insta et les Reels. Ouais. Donc c'est aujourd'hui un format qui est primé par les algos. Et donc non seulement c'est fun à produire, mais en plus ça va apparaître plus facilement et plus vite dans le fil. Donc les marques s'y intéressent de plus en plus et souvent font aussi du co-branding avec des influenceurs sur cette partie Reels. Alors juste pour le rappeler, c'est à la manière des stories qui avaient été empruntées à Snapchat. On emprunte les codes de TikTok pour faire une plateforme un peu plus performante. Et aujourd'hui, ça fait pas si longtemps que ça fait 3-4 mois, tout a basculé et on peut générer des Reels de manière plus rapide dès l'entrée. De même que d'aller fouiner sur des boutiques. En gros, les gros changements d'Insta, c'est vraiment les Reels qui sont apparus et les boutiques faciles à aller fouiner dès l'entrée sur la plateforme. Toute la partie shopping est en train de prendre une place plus importante. Donc on rétrécit le funnel et on passe pour certaines marques de notoriété à décision d'achat. Et achat direct bientôt, je crois, en plus. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est déjà possible. Et la partie Reels, ce qui est intéressant pour celui qui le produit, c'est que c'est fun à produire et qu'on peut faire des effets spéciaux qui aurait demandé, il y a encore 4-5 ans, 2 jours de boulot. Artistique, quoi, ouais. Donc, et puis, et la possibilité de pouvoir le produire soi-même et de pouvoir imaginer des histoires au regard de la performance de l'appli, c'est génial. Et puis les marques, alors on les voit beaucoup, les marques de beauté, là j'en vois une, elles se sont tout de suite emparées de ce format parce que c'était intéressant pour les tutos, pour les backstage aussi. Comment une marque peut l'emprunter, si ce n'est se maquiller avec un influenceur? En fait, elle peut emprunter ses codes en montrant quoi, les dessous de la fabrication d'une marque? Oui, c'est de la technique, hein, donc il faut que ce soit au service d'une histoire. En tout cas, c'est ce que nous on pense ici chez R2. Oui, tu peux bien le rappeler. Donc si on n'a pas de contenu et qu'on dit je veux des Reels, il va falloir parler un petit peu plus et de se dire comment est-ce qu'on peut s'approprier ce format pour en faire quelque chose d'intéressant pour l'audience. Ceux qui savent produire des Reels aujourd'hui, c'est ceux qui le font de manière quotidienne. Donc certains Instagrammeurs, influenceurs, et il faut parler avec eux. Et il faut voir ce qui marche pas. Eux aussi, contrairement à une marque qui voudrait s'y mettre, ont testé auprès de leurs audiences ce qui marchait le plus ou pas. Donc le triptyque influenceur, agence et marque peut bien fonctionner, notamment pour pouvoir tester des Reels. J'aurais bien aimé qu'on aborde Snapchat, surtout TikTok. Et puis après Twitch, encore une fois. Ouais. Raconte-nous un petit peu ces trois prochains. Enfin, Snapchat, on en entend parler depuis très longtemps maintenant, mais c'est important de faire le point, je pense, sur ceci en termes de vidéos et de contenu intéressant. Snapchat, c'est... on parle qu'en vidéo en Snapchat, de toute façon. Non. Ah bon? Non, on texte aussi. Mais c'est vraiment appuyé sur une vidéo. Enfin, pour moi, c'est. Ça peut effectivement être appuyé sur une vidéo. Ça peut être du texte. C'est une messagerie aussi. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Mais en plus de la messagerie et de la possibilité d'échanger et aussi de poster, où TikTok a vraiment pris la part belle
sur le fait de se mettre en avant. Il y a les marques qui arrivent à bien interagir dans l'écosystème Snapchat, notamment parce que Snapchat se donne du mal et réappelle des investisseurs, discute avec eux et propose des formats publicitaires qui sont catchy, qui sont fun, qui sont agréables pour l'audience. Et Snapchat joue ce rôle de pouvoir permettre aux marques d'être invitées. Entertainment un peu. Et pas juste tu payes, tu diffuses, quoi. Okay. Donc notamment avec des OPSP, etc., ils se donnent du mal. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir produire du contenu de marque sur Snapchat. Là où TikTok se donne du mal aussi, mais la plateforme connaît un tel engouement que la créativité des utilisateurs est déjà très grande. Si jamais, en tant que marque, on souhaite se lancer sur TikTok, le premier pas, c'est celui de pouvoir se trouver un influenceur avec qui on peut commencer. Et donc, parce que tu n'es pas obligé d'avoir un compte sur TikTok pour faire un challenge, c'est ça qui est intéressant. Oui. Tu t'en fiches, tu peux te faire ton challenge et ok. Mais c'est intéressant pour une marque, de pouvoir vivre en tant que marque sur le compte d'un influenceur, au début en tout cas, pour pouvoir tester la compatibilité de la marque aussi avec TikTok, c'est intéressant de le faire d'abord comme ça avant de créer son compte et d'avoir un compte qui galère au début, etc. Okay. Donc c'est une bonne étape intermédiaire. Sur TikTok, il y a un système de points où on va valoriser à la fois les utilisateurs dans l'algo et les contenus. Les contenus vont avoir des primes. Par exemple, quand le contenu est regardé plusieurs fois par la même personne, c'est plus primé que s'il est regardé par des personnes de manière unitaire. Et ensuite, l'algo va proposer du contenu différent en fonction des utilisateurs comme les autres marques, mais le fera de manière assez fine et pertinente, et c'est pour ça aussi qu'il y a une affection de TikTok et qu'on reste extrêmement longtemps sur le fil. C'est que l'algo fonctionne bien. Tout à l'heure, tu voulais parler de Twitch. Oui, absolument. J'en ai marre, je veux des infos sur Twitch, parce que je trouve que c'est pas si facile d'y rentrer, de bien comprendre les rouages. Pour moi, c'est en effet un réseau de gamers, etc. Donc autour du jeu, moi qui ne joue pas trop, ça ne m'intéresse pas trop. Et pour le coup, on m'a envoyé du contenu très intéressant, rien à voir avec le jeu, des émissions en live qui sont proches d'émissions télé, si on parle d'un ancien temps. Ouais. Mais tu vois, qui peuvent être ultra pertinentes, ultra longues, enrichies, et travailler en termes de contenu. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'une marque, c'est intéressant pour une marque aujourd'hui d'exister et de proposer son propre programme sur Twitch? C'est hyper intéressant pour une marque d'exister sur Twitch. Après, il y a des marques qui vont exister mieux sur TikTok ou mieux sur Snapchat, mais Twitch permet d'exister de manière effectivement plus longue. On en parlait tout à l'heure. C'est intéressant de se dire que Twitch a quand même réussi à détrôner YouTube sur leur plateforme YouTube Gaming qu'ils avaient lancée, qu'ils ont arrêté, parce que Twitch avait gagné cette bataille-là. Donc du coup, c'est sur le jeu qu'ils se sont positionnés. Ils se sont positionnés et fait grâce aux gamers. D'accord. Parce que il y avait un système de rémunération qui était meilleur, parce que l'interface était meilleure aussi, parce qu'il y avait un côté un peu indie de Twitch qui était intéressant pour les gamers, pour pouvoir avoir leur plateforme, etc. Aujourd'hui, le e-gaming rentre tellement dans les us et coutumes de tout le monde que cette plateforme-là, elle s'élargit aussi et elle utilise la popularité du gaming pour pouvoir switcher sur d'autres types d'utilisation. Et aujourd'hui, si toi, tu n'aimes pas le gaming ou tu joues assez peu, voilà, c'est ça, surtout. Il faut juste trouver les bonnes personnes que tu peux suivre et pour qui tu auras un intérêt. Ce qui est intéressant avec Twitch, c'est que on assiste à la vie ou à la fabrication de quelque chose. En fait, c'est fait pour pouvoir assister à l'évolution d'un gamer dans un jeu ou de quelqu'un qui va créer son propre programme et qui va dire comment il fait, il va partager son écran, il va montrer qu'il galère, etc. Et on pourra vivre en temps long avec celui qui produit et qui diffuse le contenu. Il y a un compte que j'aime bien et que tu pourrais suivre sur Twitch qui s'appelle Un Créatif. On suit sur différentes thématiques, typiquement
les publicités locales américaines, comment elles sont faites, pourquoi, etc. Et puis on a ce gars qui commente, c'est très bien fait. Et pourquoi il est là et pas sur Insta? Pourquoi il est là et pas sur Insta, il faudrait lui demander, mais la possibilité de pouvoir échanger sur le temps long avec son audience. D'accord, parce que tu peux échanger en direct, c'est pas comme les lives Insta où justement les gens peuvent pas. Ils peuvent te parler mais tu peux pas répondre. Tu peux répondre en vidéo sur Insta, mais c'est aussi la vie et l'histoire du réseau qui s'installe comme ça. Insta, c'est plutôt, je vais faire mon tuto make-up avec une ring de lumière autour et je vais passer 20 minutes, 30 minutes, mais des moments où il se passe rien sur un live Insta, c'est moins autorisé qu'un moment sur Twitch où il se passera pas grand-chose, il faudra attendre 5 minutes pour qu'il se repasse un truc. Donc c'est un réseau qui est permissif. Et les youtubeurs se sentent plus à l'aise aujourd'hui sur Twitch et vont avoir tendance parfois à bouder un peu YouTube et à dire en fait je fais mes vidéos YouTube comme d'hab, mais ce qui est cool c'est quand même de passer du temps sur Twitch, de pouvoir mieux interagir avec mon audience et puis diffuser quand je fais mes trucs. Comment est-ce que concrètement une marque fait pour être présent sur tous ces formats vidéo? Quel contenu, quel type de contenu il faut qu'elle produise, qu'elle imagine pour être efficace? Déjà, elle ne peut pas être partout, je pense. Donc c'est vraiment en amont qu'il faut penser sa stratégie de contenu, et ça on en parle assez souvent tous les deux. Mais comment est-ce qu'on lit la vidéo et la stratégie de contenu de la marque? Ce qui est intéressant, c'est peut-être de pouvoir poser ici quelques clés qui vont permettre de se poser les bonnes questions. Déjà, premièrement, il y a l'identification des audiences, de savoir à qui on veut parler et de savoir écarter. D'être capable de le faire. Il y en a qui ne sont pas capables de le faire et en effet, c'est raté. D'être capable de se dire, en fait, cette audience-là, je ne vais pas lui parler du tout, alors que ce sont des clients, alors que ce sont des gens à qui je veux parler. Mais être mainstream, c'est de plus en plus difficile de pouvoir capter un niveau d'attention si on ne paye pas beaucoup de médias. Donc la première chose, c'est de bien connaître ses cibles et de savoir les privilégier ou les sélectionner sur ce qu'on voudra dire. C'est de faire des workshops et des ateliers de stratégie de contenu. Ce qu'on fait nous. Voilà, je le pose là parce que c'est mon métier, le tien aussi. Mais prendre ces moments-là d'échange, d'interaction entre une batterie d'experts et les gens qui font le quotidien d'une entreprise et d'une marque, directeur commercial, directeur marketing, et pas juste un DIRCOM parfois. C'est là où on va pouvoir vraiment être pertinent sur le contenu qu'on produira. Ensuite, et c'est ensuite qu'on voit, c'est ce que j'allais dire, ensuite qu'on voit en fonction de ce qu'on souhaite faire, sur quelle plateforme on s'installe et quel genre de vidéo on produit. Parce que tu disais du super long documentaire ou du micro-contenu sur social media. On a beaucoup parlé des plateformes. Il faut quand même garder en tête que c'est ce qu'on met dans une vidéo qui compte d'abord. Donc effectivement, il y a des plateformes qui vont être affinitaires en fonction d'un contenu ou d'une audience. Ces 4 piliers, ils sont intéressants, ils sont poussés par Google aussi. Parce que si une vidéo, elle n'est pas divertissante, pas inspirante, qu'elle n'apprend rien et qu'elle n'est pas là pour convaincre, alors les raisons de la produire sont assez faibles. On pourrait même dire que c'est le contenu tout court, production de contenu, tu vois, si on ne répond pas à tous ces 4 points, aucun intérêt. Sachant que la vidéo a d'abord été sur j'informe, ensuite je divertis, j'éduque, j'inspire, et de plus en plus sur la partie convince, où aujourd'hui, on a une jeune génération qui a besoin d'être convaincue, qui a besoin de voir... D'authenticité aussi, sincérité. De sincérité, et de pouvoir avoir des éléments pour pouvoir décider, et donc et qui acceptent d'être convaincus en vidéo. La partie educate, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'on apprend de plus en plus en vidéo. Le confinement nous y oblige. On est aussi dans une démarche d'auto-apprendre, et donc de pouvoir chercher des tutos ou se faire notifier des tutos en push pour pouvoir apprendre des choses.
Alors, entertain, pour moi, c'est la partie la plus importante, en fait, c'est que je me trompe, mais c'est ce pourquoi, en tout cas, usage perso, j'utilise le plus la vidéo, peu importe les plateformes. Je veux bien que tu me racontes un peu plus par rapport, peut-être que tu as un exemple d'une marque qui t'a intéressé ou qu'on pourrait raconter là ici, sur cet aspect entertain. Le entertain était plutôt réservé à la télévision il y a encore quelques années, et aujourd'hui, il y a une recherche d'entertainment sur le digital qui est permanente. Donc effectivement, du petit contenu à regarder sur TikTok, très entertaining, il va y en avoir plein. Comment une marque se positionne sur l'entertainment. Celle qui est pionnière et qui a vraiment réussi à truster tout un univers de sport extrême, c'est Red Bull. Aujourd'hui, Red Bull, ils ont une problématique que peu de marques connaîtront, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent Red Bull extrêmement bien dans leur quotidien, mais ils ne savent pas que c'est des boissons. Non, personne ne boit, d'ailleurs, personne n'en boit. Okay. C'est devenu une marque très communicante, et puis et c'est tout, voire un média. Hein. Red Bulletin, le magazine. Il y a la Content Pool, il y a la Media House, il y a Red Bull TV. Red Bull Music aussi, ouais. Ils ont une académie. Et aujourd'hui, Red Bull est obligé de redemander plus fort à leurs athlètes de boire du Red Bull quand ils produisent leur contenu. Aujourd'hui, quand on a 12 ans et qu'on a un casque de skate, si on a un énorme autocollant Red Bull dessus, c'est super cool. Donc ils ont réussi quelque chose qui est assez dingue. Sur l'ensemble des thématiques dont on a discuté, il nous reste Inspire. Inspire, c'est super pour une marque de pouvoir offrir de l'inspiration à ses clients, à ses audiences. Même si ça s'éloigne du concret, parce que certains te diront ça, mais ça y a pas, tu vois, les KPI, c'est compliqué. Si juste j'inspire, est-ce que je fais vendre ? En fait, tout dépend de ce qu'on vend, mais il y a certaines marques qui ne sont pas inspirantes et qui réussissent à ne pas s'éloigner trop de ce qu'eux sont et de ce qu'ils vendent. Avec du contenu très très cool qui peut donner la chair de poule parfois. La saga Intermarché, c'est super. Il y a certains contenus de la saga Intermarché qui sont hyper inspirants. Nous, on a, avec Yves Rocher, voulu le faire au maximum pour pouvoir inspirer les gens sur une nouvelle manière d'aborder à la fois la cosmétique et la vie aussi, avec Yves Rocher Legacy qui prône le natural slow life. Et on est allé tourner des contenus dans le berceau de la marque avec des images incroyables de cette région de Bretagne et d'accepter en tant que marque de jouer le jeu de l'inspiration et d'une autre typologie de contenu, c'est super. On peut parler aussi des nouveaux usages et dans les nouveaux usages, on a la VR qui galère à rentrer dans les usages de tous les jours. La raison principale, à mon sens... On en a beaucoup parlé, hein. Il y a 2 ans même. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Aujourd'hui, ça fait mal à la tête. Tout simplement. Ouais, pour certains, au bout de 4 heures, ils n'en peuvent plus. D'autres, c'est au bout de 10 minutes. Mais ça va évoluer. Et si on n'a pas des grosses sociétés implantées, les GAFA par exemple, pour démocratiser l'usage du casque, on ne consommera pas de VR parce qu'on n'aura pas le matériel, tout simplement. D'accord. Donc, ça va arriver. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour une marque. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que fait la marque avec cette info, du coup ? C'est trop tôt pour... Elle peut le stager. Il y a une marque de bière irlandaise qui a fait un super contenu qui filme en caméra standard une expérience de VR de personnes qui se trouvent dans la rue. C'est génial. D'accord. Mais c'est la mise en scène de la VR qui est le contenu consommé en vidéo classique et traditionnelle. Ok, mais écoute, je pense que Richard, on a fait le tour sur la question de la vidéo. C'était hyper intéressant. J'étais ravie d'échanger avec toi. Merci de m'avoir accueilli. De rien. Et puis on est sur All for Content pendant un petit moment en replay, je crois. On peut nous retrouver sur LinkedIn tous les deux. Richard Roux, Anna Rognon. Très bien. Et sur la plateforme All for Content. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci. La presse au futur, All for Content, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.